Et donc, vous avez un ratio de dépendance qui n'est plus de 1,7, mais qui est de 1,30 et qui sera très vite, à 1, et très vite va basculer en dessous de 1. Ça veut dire que vous aurez plusieurs dépendants pour un actif. Alors moi, je pose la question, comment on fait ? Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Bon on est ravis encore une fois de te recevoir dans nos locaux. Moi aussi, je ne rêvais que de ça depuis des semaines et des semaines. Oui. Je me disais, quand est-ce que j'ai une interview avec Edern ? Et ça y est, c'est fait, vous avez réalisé mon rêve. Voilà. Et alors on va parler de choses très intéressantes et très inquiétantes, à vrai dire. Notamment, on souhaitait aborder aujourd'hui les questions d'assurance vie. Il y a un certain nombre d'annonces qui sont sorties ces dernières semaines. Generali qui dit qu'il va falloir tout changer et qu'il va falloir imposer des changements au contrat. Et puis récemment, la semaine dernière, je crois, Arkea obligé de recapitaliser son fonds sur avenir à hauteur de 500 millions, grosso modo. Il se passe des choses, en tout cas, dans le petit monde de l'assurance vie. Et je rappelle que c'est 1700 milliards d'euros, je crois, qui sont investis dans l'assurance vie. Si vous le dites. Donc, que vont devenir... Qu'est-ce que je dois répondre à ça ? Qu'est-ce qu'on peut penser à ça ? L'assurance vie a été probablement un des meilleurs produits d'investissement pendant des années parce que juste avant la crise de 2008, il y avait d'abord de la rentabilité et puis il y avait un risque qui était quasi inexistant, sachant que les assurances vie étaient principalement investis sur des govies, c'est-à-dire des obligations d'État, que donc il n'y avait pas à ce moment-là énormément de problèmes et énormément de risques. Donc c'était un placement qui était avant 98-99, qui était aussi très défiscalisé à tous les niveaux, défiscalisé au niveau de la succession, défiscalisé aussi sur les plus-values et les rendements que vous pouviez faire. Donc tout allait bien. Bon. Et puis patatrac, 2008 arrive et là tout va mal. Alors tout va mal pourquoi ? Déjà parce que depuis 98-99 justement, la fiscalité augmentait sérieusement. C'est-à-dire dire aujourd'hui que l'assurance vie est un produit défiscalisé, c'est une blague. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un contrat d'assurance vie ne vous rapporte rien. Donc, à la limite, la fiscalité, vous en fichez, quand ça ne vous rapporte rien. Seule la fiscalité sur les successions peut être intéressante. Mais autant c'était intéressant quand vous aviez des rendements de 5, 6, 7%, autant, quand vous n'avez pas de rendement ou même des pertes, je ne vois pas bien le sujet de la fiscalité. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien se rendre compte de l'état dans lequel est la France. Ils ont, et quand je dis ils, c'est nos gouvernants, ils ont besoin d'argent. Où est-ce qu'ils vont aller le chercher, à votre avis ? Il y a deux endroits où il y a de l'argent en France. Il y a les 1700 milliards d'assurance vie, comme vous venez de le dire, et puis il y a, deuxième chose, c'est l'immobilier. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la fiscalité va augmenter dans ces deux parties, parce qu'il faut trouver des sous. Donc l'aspect fiscal, si vous voulez, où on me dit l'assurance vie est défiscalisée, c'est déjà une erreur. Regardez aussi ce qui s'est passé depuis 1998. Alors, le taux d'abattement pour les successions diminue. On était à 152 000, on passe à 100 000, 102 000 exactement. Vous étiez avec une CSG, CRDS qui, quand elle a été créée, était à 1,5%. Aujourd'hui, vous êtes à 17,5%. C'est pas franchement la même chose, et vous avez 7,5% d'imposition sur les plus-values, etc. Donc vous êtes à 25, moi à 25, j'estime que c'est pas très défiscalisé comme produit. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est 2008 qui arrive. Et 2008 qui arrive, ça a été en fait la fin des haricots pour l'assurance vie. Pourquoi ?
Parce que tout simplement, on s'est aperçu que d'abord, un État, ça pouvait faire défaut, ça pouvait faire faillite. Donc je vous rappelle la Grèce. La Grèce qui a coûté déjà quelques milliards à Groupama, parce qu'ils avaient eu l'excellente idée d'investir sur les obligations grecques, qu'il y a eu ce qu'on appelle un haircut en Grèce, et que malheureusement Groupama était dedans, et donc il y a eu 75% de la dette qui n'a pas été remboursée. Résultat des courses, Groupama a à ce moment-là été repris par la Caisse des dépôts au dernier moment pour éviter que ce soit l'épargnant qui en prenne plein la figure. Mais le fait est que déjà il y avait une alerte et que cette alerte n'a pas cessé finalement de croître, c'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui un paquet d'obligations dont ils ne peuvent pas sortir, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas assez de liquidité. Là-dessus, Generali, par exemple, est bourré d'obligations italiennes. AXA est bourré d'obligations, évidemment, françaises. C'est assez facile à comprendre. Et donc, le jour où vous avez un problème sur l'Italie, par exemple, paquebot Generali risque d'avoir des petits soucis. Et ça n'est pas que Generali, AXA ou autres. Aujourd'hui, tous les assureurs, parce que leur stock d'obligations arrive à échéance, donc des obligations qu'ils avaient achetées avec des taux de 5, de 6% il y a 10-15 ans, eh bien aujourd'hui arrivent à échéance. Donc en général, ces acteurs achètent les obligues à 10 ans ou c'est très variable? Donc, dans un portefeuille d'assurance vie, vous avez en gros 6-7% d'actions. Enfin, vous aviez 6-7% d'actions. Vous aviez 6% d'immobilier, pas plus. Et vous aviez tout le reste en obligations. Obligations qui peuvent être corporate, qui peuvent être autres, et puis des obligations d'État. Et surtout, dans ce portefeuille obligataire, donc dans ces 80-85%, quelque chose comme ça, vous avez une bonne grosse moitié, un bon 60% d'obligations d'État, pour des raisons de liquidité, simplement. Et puis vous avez le reste en obligations corporate. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2008 ? Depuis 2008, le problème c'est que les taux baissent, que les banques centrales les ont mis à zéro, et qu'aujourd'hui, quand vous avez une bonne vieille obligation à 6% qui arrive à échéance, vous la remplacez par quoi ? Aujourd'hui, vous la remplacez par des govies qui sont en taux négatif, donc c'est pas bon pour votre rendement. Ou alors, vous dégradez en fait la qualité de vos obligations parce que c'est le seul moyen de retrouver un tout petit peu de rendement. Donc vous allez aller sur, en gros, du high yield, et même pire que du high yield, puisque le high yield lui-même ne rapporte plus grand-chose. Donc vous allez aller de plus en plus vers de la cochonnerie. High yield en français, juste pour high yield, c'est de haut rendement, donc oui, c'est des entreprises qui sont obligées de vous verser un rendement supérieur parce qu'elles sont de mauvaise qualité et que donc la personne qui va leur prêter de l'argent se dit qu'il y a quand même de grandes chances qu'il ne le retrouve pas. Donc il exige un rendement supérieur, ce qui est à peu près logique. Mais puisque, en fait, le rendement, c'est quoi ? C'est le coût du risque. Oui, tout simplement. C'est le coût du risque de ne pas être remboursé. Donc évidemment, plus votre risque est fort, plus vous allez exiger un rendement élevé. Imaginez que, par exemple, au pire moment de la crise, paroxysme de la crise grecque, les obligations grecques à 10 ans valaient 40% de rendement. Ce qui ne veut rien dire en soi. Mais si vous voulez, ça veut dire que le gars qui prête de l'argent à ce moment-là se dit que en 2 ans, il faut qu'il ait remboursé son investissement parce qu'il y a de grandes chances quand même qu'il ne le voit pas au bout de quelques mois. Donc voilà ce qui se passe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on met plein de cochonneries dans les portefeuilles d'assurance vie. Ça veut dire que le jour où il y a un pépin, évidemment,
vous ne serez pas bien quand vous serez dans l'assurance vie. Sachant que, et ça c'est quelque chose qui est capital, c'est que quand vous investissez dans une assurance vie, que ce soit en fonds euros ou que ce soit en unité de compte, l'argent que vous mettez dans un contrat d'assurance vie ne vous appartient plus. C'est que vous avez une créance sur l'assureur, mais juridiquement, ça n'est absolument pas la même chose que si c'était votre portefeuille, votre argent. Là, l'argent que vous donnez à l'assureur, il le place où il veut. D'accord ? Et donc, ça n'est absolument pas ségrégué. Ça n'est absolument pas isolé. Ce n'est pas dans un coffre que vous mettez votre argent. C'est dans le bilan de l'assureur. Et l'assureur, il en fait ce qu'il veut. Le jour où il fait faillite, eh bien, il paiera ce qu'il doit à l'État, il paiera ce qu'il doit à ses salariés, et puis s'il en reste un peu, il vous le rendra. Mais il n'est pas dit qu'il en reste un peu. Donc, il faut absolument se méfier de ce produit-là. Je vous dis, ce n'était pas une erreur de le faire il y a 20 ans, au contraire. Aujourd'hui, pour moi, mettre son argent dans une assurance vie, c'est proche de la bêtise la plus pure, parce que vous prenez des risques dont vous ne vous rendez en plus pas compte, et que vous doublez, puisque aujourd'hui, la plupart des assurances sont en fait des banques assurances, donc vous prenez un double risque, vous prenez le risque de la banque, plus le risque de l'assureur. Ça fait beaucoup de risques à empiler. Et je ne pense pas que la période soit propice à empiler du risque. Voilà. Ok, ouais, bon, c'est très clair. D'ailleurs, je pense que le prochain numéro du De la Marche en Liberté, alors pas celui de ce mois-ci, mais celui dans un mois, portera sur l'assurance vie. Comment tu le sais ? On s'était dit ça. mais envoyé un texto. Mais comment tu le sais ? Alors que moi je ne sais pas, mais comment tu le sais ? Je ne comprends pas. Non, donc oui, il y a vraiment du danger là-dessus. Là, pour l'instant, j'ai fait un papier sur l'immobilier, je vais faire un papier sur l'assurance vie. Mais vraiment, enfin, dites-vous, je veux pas stigmatiser ceux qui ont fait de l'assurance vie, parce que c'est pas mon propos. Et je vous dis en plus, ça a été un excellent produit. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, ça n'est pas un bon produit. Vous avez de plus en plus d'assureurs qui sont paniqués parce qu'ils savent qu'ils doivent verser un rendement à des gens et qu'ils ne savent pas comment le faire. Alors évidemment, on va vous dire oui, mais vous savez, AXA, ça fait des années qu'ils ont des provisions de résultats. Ouais, mais enfin, ça fait des années aussi qu'ils vous les filent, les provisions de résultats. Donc il y en a de moins en moins quand même. Hein. C'est pas illimité, ce genre de choses. Et c'est vrai que comme en plus, moi je pense qu'on est rentré dans une période où ils ne peuvent plus accepter une remontée des taux. On le voit d'ailleurs tous les jours. Hein. Vous avez vu que M. Powell a relancé son programme de quantitative easing, etc. Ça ne va pas faire monter les taux, ça. Et donc, on est rentré dans une période où ils ne peuvent plus, comme les Japonais, ils ne peuvent plus se permettre que les taux remontent au-dessus de zéro, ou en tout cas franchement au-dessus de zéro. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'assureur ne va pas pouvoir vous fournir un rendement sans prendre de risque. Il n'y aura pas de miracle. Soit il prend des risques et à ce moment-là, il peut vous fournir un rendement, soit il ne prend pas de risques et à ce moment-là, il n'y aura pas de rendement. Donc le produit va vite disparaître si il ne peut pas assurer de rendement, qu'il a le même risque que les autres produits, voire plus. Je ne vois pas l'intérêt avec une fiscalité qui, de toute façon, forcément, augmentera. Donc, comme dans l'immobilier. De toute façon, ça augmentera parce que le pouvoir, les autorités politiques cherchent de l'argent partout. Donc, ils iront taper dedans. Vous allez avoir petit à petit la CSG. CSG, enfin, je le rappelle, quand ça a été créé, c'était 1,5%. D'accord ? Aujourd'hui, c'est 17,5%. L'année prochaine, ça sera peut-être 19, et puis 20, et puis 20. Et puis tout d'un coup, on dira, ah ben oui, en effet, ce produit qui était défiscalisé, il l'est quand même plus beaucoup.
C'est un bon point pour enchaîner sur ce que vous abordez dans le prochain numéro, à savoir celui donc, qui va apparaître là d'ici une semaine. Vous parlez d'immobilier, hein, et il y a notamment un point moi, qui a retenu mon attention, hein, c'est le point sur les retraites. Aujourd'hui, on entend parler d'un rapport de 1,7 actifs pour un retraité, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et dans ce numéro, vous démontez complètement ce chiffre, qui pourtant est déjà toute catastrophique. Alors, est-ce que vous pourriez nous refaire le... Ça vient du dossier que j'avais fait sur la retraite et sur la démographie. Le problème, c'est que si vous voulez, on fait toujours... c'est de la com politique. Donc on vous fait toujours les choses par rapport à la classe d'âge. Bon. Donc on vous dit, voilà, il y a tant de retraités, la classe d'âge qui travaille, c'est tant, donc on fait le rapport entre les deux et on a un 7. D'accord. Mais le problème, c'est que dans la classe d'âge, tout le monde ne bosse pas. Et qu'il y a une donnée qui, aujourd'hui, alors qui était peut-être marginale il y a 40 ans ou 50 ans, mais qui ne l'est absolument plus aujourd'hui, c'est les gens qui ne travaillent pas. C'est-à-dire ceux qui sont au chômage et puis ceux qui sont complètement sortis du circuit. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas prendre le chiffre de chômage qu'on vous donne. Parce que le chiffre du chômage, c'est ceux qui cherchent un emploi. Voilà. Donc les 9%. Si vous retraitez le chiffre du chômage en France, ou en tout cas du sous-emploi, des gens qui ont des tout petits boulots avec lesquels ils travaillent 2 heures par semaine, qui sont sortis du chômage, etc., plus les gens qui touchent le RSA et qui sont plus à la recherche d'un emploi, donc comptabilisés dans les 9%, etc., en fait, si vous cumulez tout ça, vous êtes plutôt sur des zones de 20%, mais pas que en France. C'est 35 en Italie, c'est pareil en Espagne, c'est pour les États-Unis. En Allemagne, vous êtes à 12% si vous prenez ces méthodes-là. Aux États-Unis, vous êtes à plus de 20%. Enfin bon, donc c'est vraiment des chiffres de com politique. Comme l'inflation, c'est aussi un chiffre de com politique, etc. Et donc, là, on vous fait ce rapport-là. Mais vous comprenez bien que ce chiffre est faux, pour la bonne et simple raison que vous avez, dans cette classe d'âge qui est 20-60, vous avez en effet, malheureusement, 20% des gens qui ne cotisent pas, ne travaillent pas, etc. Donc, vous les retirez, et quand vous les retirez, là, le ratio, il est plus de 1,7. Il est de 1,30 quelque chose, 1,34 ou 1,35. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et si vous extrapolez avec les données démographiques qu'on a, donc c'est assez simple, hein. Vous savez que la France, alors on dit toujours, oui, la France a une bonne natalité, on est au-dessus du ratio 2,10 qui... et le ratio de remplacement, en fait, eh bien, c'est faux. Depuis quelque temps, là, on est à 1,87, donc largement en dessous de 2,10. Alors, évidemment, on n'est pas non plus au niveau des Italiens qui sont à 1,30, bon. Mais on est quand même bien en dessous des 2,10. Donc, le pays vieillit, donc vous avez de plus en plus de retraités qui arrivent. Et donc, vous avez un ratio de dépendance qui n'est plus de 1,7, mais qui est de 1,30 et qui sera très vite, à 1, et très vite va basculer en dessous de 1. Ça veut dire que vous aurez plusieurs dépendants pour un actif. Alors moi, je pose la question, comment on fait? Parce que ça va être compliqué, hein. Si déjà, si des gens qui ont du mal à vivre, avec un salaire, pourtant, qui ont du mal à vivre, qui touchent juste un petit peu plus du SMIC ou le SMIC, et qui vont se mettre à entretenir plusieurs personnes à la retraite, moi je voudrais savoir comment on fait cette équation, parce que j'ai pas trouvé comment on pouvait l'équilibrer. Après,
on va me dire que des grands esprits comme M. Bruno Le Maire vont sûrement arriver, qui est si bon en maths, vont sûrement arriver à équilibrer cette équation. Mais là, je pense que même Villani, pris la médaille Field, va avoir du mal à l'équilibrer. Donc voilà. Bon, oui. L'avantage, c'est que la dette leur coûte plus rien. Non, donc, non. on peut y aller. Alors, donc sur l'immobilier, si vous voulez, ça a des conséquences. Bien sûr. C'est-à-dire que plus le pays vieillit, plus potentiellement les retraités sont vendeurs. Pourquoi ils sont vendeurs? D'abord parce qu'il faut vivre, donc ils vendent leurs actifs pour vivre. Et puis aussi parce que les enfants quittent la maison, parce que vous divorcez, et donc vous avez besoin de plus petits, et donc vous êtes potentiellement, si vous voulez, vendeur au-dessus de 60 ans, vous êtes potentiellement acheteur, même si vous n'en avez plus les moyens, mais vous êtes potentiellement acheteur entre 20 et 60, et donc plus il y a de vendeurs, généralement, plus ça fait baisser le marché plutôt que monter le marché. Tout à fait. Bon, c'est ce qu'on comprend très bien dans le prochain numéro de la marche en liberté, tous ces éléments macro qui font que, effectivement, l'immobilier paraît pas un très bon placement aujourd'hui. Alors, je rajouterais juste un tout petit truc. Ça ne veut pas dire, ne vous dites pas, encore une fois, il fait du catastrophisme et l'investissement immobilier, c'est fini, ça va s'effondrer, etc. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire on ne peut plus investir dans l'immobilier comme nos parents investissaient ou nos arrière-grands-parents investissaient dans l'immobilier. C'est-à-dire de se dire je peux prendre un emprunt de 30 ans, je peux payer n'importe quel prix parce que de toute façon, dans 20 ans, je vais le revendre trois fois son prix. Aujourd'hui, vous pouvez encore, je pense, gagner de l'argent parce que la bulle ne s'est pas développée dans toutes les régions de la même façon, etc. On peut encore gagner de l'argent dans l'immobilier, simplement, il faudra le faire autrement. Autrement que ce que faisaient nos parents, nos grands-parents, qui pouvaient investir en empruntant 100% du bien, etc., etc. Donc tout ça, il va falloir le modifier si on veut espérer gagner un peu d'argent. Avant, évidemment, de se le faire piquer joyeusement par le fisc. Donc, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Alors, on va maintenant faire un point sur l'allocation d'actifs à destination des abonnés à ta lettre. Il y a une question qui revient tout le temps. On peut refaire le tour, mais avant tout, j'aimerais qu'on réponde à la question qui revient tout le temps chez les lecteurs. C'est comment acheter des obligations US ?